bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Télé 7 pour ce journal rétrospectif. La grande partie de cette édition d'information sera consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et toutes les démarches menées par le gouvernement pour rétablir la paix. Nous parlerons également des positions des uns et des autres sur les discussions des Kampala entre le gouvernement et le M23. Déjà en début de semaine, les évêques catholiques avaient prévenu les délégués au pourparlers des Kampala sur le respect de la souveraineté de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, la situation des discussions entre les autorités de Kinshasa et le M23. Les tout devait commencer ce dimanche sous la médiation du ministre ougandais de la Défense. Les deux délégations présentes dans la capitale ougandaise devaient se mettre d'accord sur l'agenda des pourparlers. Selon les observateurs, ce mouvement rebelle veut entrer dans cette négociation avec l'intention de remettre en cause la légitimité du pouvoir de Kinshasa. Déjà au courant de la semaine, les doutes planaient sur des négociations entre le gouvernement et le mouvement du 23 mars. Quant au terme de référence de cette rencontre, le gouvernement a déjà tracé le cadre pour ses assises, mais du côté du M23, lui voudrait élargir son cahier des charges à d'autres questions ne faisant pas partie des accords du 23 mars 2009. Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Deux objectifs majeurs poussent deux voisins de la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, à poursuivre l'œuvre de déstabilisation du pays, le pillage des ressources et l'annexion d'un pan du pays. Pour ces raisons, plusieurs stratégies sont mises en jeu. Guerre à répétition pour lasser les populations et créer un désamour avec la mère patrie et ses institutions. Transplantation des populations rwandaises vers le territoire congolais avec pour but de les faire passer pour des Congolais. Cela en toute impunité et désinvolture. Ce tableau est bien connu des Congolais qui, dans leur majorité, ont développé des capacités d'anticipation sur ce qui pourrait se produire. Et les évêques qui connaissent la profondeur de la pensée n'ont pas vu autre chose. Ils ont dit haut ce que la majorité des Congolais disent de manière diffuse. Cette détermination populaire dessine déjà l'échec qui se profile à l'horizon en rapport à ce plan de balkanisation du pays. Un plan voué à l'échec dans la mesure où il s'agit d'une initiative contraire aux aspirations de tous les Congolais, toutes les tribus et ethnies confondues. Les évêques en font même un point d'orgue de toute négociation. En homme averti, les évêques savent ce qui se trame lors des rencontres organisées dans le cadre de la Cirgelle. Pour cette raison, ils proviennent. La vigilance et la clairvoyance doivent être de mise. Les négociateurs et autres personnes chargées d'écouter le grief légitime du M23 sont avertis. Il existe une ligne rouge à ne point franchir. Ils ont été choisis en faisant d'eux les représentants des institutions établies, à savoir gouvernement, parlement, opposition et majorité, et des forces vives de la nation, comme témoins ou simples observateurs. Les balkanisateurs savent que ceux qui viennent à se pourparler sont sans maîtrise de tenants et aboutissants du dossier. On les a associés, et c'est là la subtilité du couple Kigali-Kampala au fin de donner une caution au plan de balkanisation, selon le nouveau module conçu en rapport avec l'évolution de la situation. La formule est connue, où les délégués de Kinshasa adhèrent au plan et marchent avec les agresseurs, où ils se cabrent et les discussions capotent. Ne serait-ce que sur ces bases, Kampala 6 pourrait accoucher d'une souris. À la primature, Matata Ponyo a fait la ronde des grands sujets qui font l'actualité. Le chef du gouvernement, qui a tenu un point de presse le vendredi à Kinshasa, a dit qu'il s'engage à poursuivre avec une gestion rigoureuse des finances publiques. Sur les plans sécuritaires, la RDC affiche un profil bas. On ne peut pas dire que la paix soit définitivement revenue au Nord Kivu, principalement à Goma. Des négociations seraient engagées avec les militants du M23 à ce propos. Reportage.
Le Premier ministre fait état des travaux qui sont engagés au niveau de la SADC et de la CEAC pour le rétablissement d'une paix durable dans l'Est de la RDC. À l'interne, des pourparlers sont engagés entre le gouvernement et les mutins du M23, une question qui fâche les nationalistes, mais au nom de la paix, le gouvernement Matata baisse la garde. Tous les efforts de rétablissement de la paix ne sont pas essentiellement concentrés sur Kampala. Aujourd'hui, il y a des travaux préliminaires qui se tiennent en Tanzanie dans le cadre de la SADC où les chefs d'État devront aussi se réunir toujours sur cette question de la sécurité à l'est de notre pays. Je tiens aussi à vous signaler que dans le même ordre d'idées, il y a des travaux qui se tiennent en face de nous ici à Brazzaville avec comme fond de la question les aspects sécuritaires, mais cette fois-ci dans la sous-région de l'Afrique centrale sous le label de la CEAC. Sur les plans économiques, le gouvernement Matata a de quoi se réjouir. C'est depuis 3 ans que le franc congolais est stable, les taux d'inflation est à 2,63%, celui de croissance économique est à 7,2%. Le Premier ministre a reconnu les problèmes de gouvernance dans les secteurs miniers qui ont poussé le FMI à rompre son programme avec la RDC. Mais le pays va continuer sur la lancée pour améliorer sa cote, surtout dans les classements Doing Business. Il se pose certainement quelques problèmes de gouvernance dans le secteur minier, où essentiellement le PV Comidé qui marquait la cession de près de 25% des parts de la Gécamine, cette opération n'a pas requis ou n'a pas respecté tout le processus tel que requis par les règles à la matière. Déjà, 44 milliards de dollars américains sont disponibilisés pour les ITPR, pour les projets FONER, 20 millions de dollars pour les PSP, 10 milliards de dollars américains pour la relance de la SOFIDE. Au mois de janvier prochain, les bus promis par le gouvernement seront à Kinshasa, tant des actions qui sont mises dans l'actif du gouvernement Matata. La situation sécuritaire dans l'est du pays préoccupe la Conférence épiscopale nationale du Congo. Une délégation épiscopale conduite par le 2e secrétaire a été le jeudi dernier à la primature pour s'enquérir de la réalité des faits sur le terrain. Le Premier ministre a également accordé une audience aux gestionnaires de la Banque mondiale sur les questions économiques et de réduction de la pauvreté. Les détails dans ce reportage. Matata Ponyo devait éclairer ses hôtes sur les efforts que son gouvernement entreprend pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Une situation qui ne laisse pas indifférente la Conférence épiscopale nationale du Congo. Après avoir été édifiés par le Premier ministre, les évêques lancent ce message de cohésion nationale. La consternation dans laquelle nous avons été tous plongés après la prise de la ville de Goma. Ils sont venus parler de cette situation avec le Premier ministre et surtout insister sur la cohésion à l'intérieur de notre pays pour faire face à toutes ces forces désintégratrices de la République démocratique du Congo. La question de la pauvreté a été évoquée lors du 2e audience que Matata Ponyo a accordée à Albert Zefac, gestionnaire des questions économiques de la Banque mondiale. Les deux hommes ont échangé sur la possibilité de renforcer la coopération en vue d'améliorer les taux de croissance de l'économie congolaise. Nous avons discuté également des possibilités de diversifier l'économie afin de créer les emplois qui sont nécessaires pour réduire la pauvreté. Nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre de l'importance de la gouvernance et de la transparence comme étant facteur généré de façon endogène. Et nous avons été
d'accord avec le Premier ministre qu'aucune institution ne peut en fait imposer la gouvernance à un pays. Elle doit être générée de façon endogène. La croissance ne peut se faire qu'avec une bonne gestion des ressources. La RDC est appelée à améliorer le climat des investissements et intensifier sa production agricole. Les présidents des groupes parlementaires de l'opposition rejettent les pourparlers de Kampala. Ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration commune qu'ils ont rendue publique le samedi au Palais du Peuple, réunis autour de Sami Badibanga, président de FAC et allié, Justin Bitikwira de l'UNC, Jean-Lucien Boussa du MLC et José Makila des libéraux démocrates sont formels. La rencontre de Kampala est loin de trouver la solution à la crise qui déchire l'Est du pays. Suivez un extrait de cette déclaration choisie par Charlie Tonsi et Evelyne Chibola. Les présidents de tous les groupes parlementaires de l'opposition, ne s'étant pas rendus à Kampala d'une part, disent de ne pas se sentir concernés par la mission parlementaire envoyée en Ouganda pour les raisons suivantes. Le refus de la délégation gouvernementale de figurer à l'ordre du jour les revendications politiques de l'opposition maintes fois rappelées. La réduction des négociations de Kampala à la seule évaluation de l'accord illégal du 23 mars 2009 entre le gouvernement et le CNDP. L'obligation faite à la délégation parlementaire, Assemblée nationale et Sénat, de ne pas avoir droit à la parole et de participer aux négociations comme simple observateur ou témoin. La nouvelle société civile et la coalition des organisations de la société civile de la RDC s'est dite inquiète quant à la situation sécuritaire et volatile à l'est du pays. Cette plateforme désapprouve les négociations des Kampala qu'il qualifie de pays agresseurs. Face à la presse, la nouvelle société civile congolaise demande à l'Ouganda de verser la somme de 10 milliards de dollars américains à la République démocratique du Congo en guise de réparation. Mejebi Bomba Tamfouri, Junior Kabamba et Jacob Mpoi. La coalition nationale des organisations de la société civile congolaise rejette les discussions de Kampala. Cette plateforme qui regroupe les acteurs non étatiques déplore la crise humanitaire sans précédent qui secoue l'est du pays depuis le déclenchement par l'armée rwandaise et les M23 des hostilités. Elle appelle les belligérants, dont le gouvernement et les M23, de trouver la solution à cette crise pour le retour rapide de la paix. Ce qui est en train de se passer maintenant à Kampala ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas associés. Et quand bien même on était associés, c'est dans un pays agresseur. Il faudra que ce soit dans un pays où nous pouvons discuter. Ça ne veut pas dire que nous sommes hostiles au dialogue, aux discussions. Nous sommes d'accord, mais dans le format qui doit être connu de tous, pas dans l'opacité telle que les choses sont en train de se passer actuellement. Donc, les camarades ou les compatriotes qui sont allés faire du tourisme du côté de Kampala, nous croyons que c'est de bonnes guerres. Ils sont en train de voir quand même comment les anglo-saxons sont en train d'organiser le pillage de notre pays. Ce n'est pas mauvais. La société civile réunie s'est dit prête à participer à toute négociation dans le cadre de la lutte contre la balkanisation et l'impunité sous le label d'autres pays que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, pays agresseurs de la RDC selon les experts des Nations Unies. Le ministre délégué aux Finances était face aux élus des élus jeudi dernier. Patrice Kitebi devait éclairer la lanterne des sénateurs sur la dernière décision du FMI quant à l'arrêt du programme économique du gouvernement. C'est là à la suite d'une question orale avec débat lui adressée par le sénateur Émeric Kalamba. Bijumboui, Serge Kouete et Blanchard Kandolo. Mesures à prendre pour arrêter. La question orale avec débat du sénateur Kalamba fait suite à l'arrêt par le FMI du programme économique du gouvernement. Ce dernier souhaitait du ministre délégué aux Finances des explications, notamment sur les raisons qui ont poussé le Fonds monétaire international à prendre une telle mesure. Mais les sénateurs voudraient également se rassurer que la décision du Fonds n'aurait pas d'incidence sur le budget de l'État et sur l'amélioration du climat des affaires. En réponse, Patrice Kitebi précise qu'il ne s'agit pas d'un arrêt, mais plutôt de l'expiration de l'accord de finances entre le gouvernement et le FMI, à la suite de certaines divergences. Quant au budget encore sous examen, le ministre assure que les ressources n'y sont pas comptabilisées
insuffisant pour convaincre l'auteur de la question. Je vous dis que je ne suis que partiellement satisfait par les réponses que vous venez de donner aux questions que je vous ai soumises. Je commencerai par la première, concernant la raison invoquée par le Fonds monétaire international. Et je crois que, d'abord, j'aimerais bien dire qu'il faut bien clarifier les choses. Nous n'avons jamais parlé de rupture avec le Fonds. Nous avons parlé de l'arrêt du programme. Des recommandations que le ministre délégué promet de prendre en compte. L'exigence de gouvernance est une exigence fondamentale à laquelle nous ne pouvons pas échapper si nous voulons construire la révolution de la modernité. Et donc le gouvernement tout entier est mobilisé pour que nous arrivions à gagner cette bataille de la bonne gouvernance. Selon le représentant du FMI, c'est le manque de transparence sur le contrat minier qui est à la base de l'arrêt de ces prêts. Les élus des élus demandent au gouvernement de rectifier les tirs. En page économique de ce journal, PEC 2, la RDC a été recalée et ne pourrait par conséquent pas bénéficier du prêt promis par le FMI de plus de 200 millions de dollars américains. Un vrai gâchis car la RDC était bien engagée avec des prouesses économiques. Le sujet a retenu l'attention de la rédaction qui vous propose ce commentaire avec Adam Chénis. Cela pourrait surprendre. Depuis la reprise en 2002 de la coopération structurelle entre la RDC et le FMI, Kinshasa n'a pas encore réussi à boucler avec succès un programme soutenu formellement par cette institution. Lancé en avril 2002, le premier programme économique du gouvernement PEC 1, négocié avec le FMI, s'est terminé en catastrophe le 31 mars 2006. Le PEC 2, qui l'a suivi 3 ans plus tard, vient de connaître le même sort. Le PEC 2 a terminé la course dans les airs, disparu des radars du FMI avant même qu'il n'ait atteint sa destination. En faisant la comparaison, le journal Le Potentiel note que Mouzito garde ainsi le maillot jaune d'avoir conclu de manière satisfaisante un programme avec le FMI. Tous étaient convaincus que le gouvernement Matata réussirait l'exploit de conduire à bon port le programme légué par l'équipe Mouzito. Erreur, l'élan pris par le PEC 2 vient d'être stoppé net. Raison, une correspondance adressée par la directrice Afrique du FMI au ministre délégué aux Finances. Datée du 30 novembre 2012, la lettre fatale indique clairement que le FMI ne compte plus poursuivre le jeu de cache-cache avec l'ère du Congo sur le principe de la transparence dans le secteur des ressources naturelles. Sans équivoque, Antoine Salé, directrice au département Afrique du FMI, porte à la connaissance du ministre Patrick Itebi que son institution est d'avis que les précisions apportées par la suite ne contiennent pas tous les éléments requis pour satisfaire la condition préalable. En fait, la condition préalable pour bénéficier de la prorogation de l'accord au titre de facilité élargie de crédit au-delà du 10 décembre 2012 reposait sur le principe de la publication des contrats signés par la GECAMINE. N'ayant pas reçu du répondant de la part du gouvernement, la directrice du département Afrique du FMI tranche, je cite, « Nous sommes au regret de vous informer qu'il a été décidé de laisser l'accord FEC expirer le 10 décembre 2012. » Elle ne se limite pas en si bon chemin, ce qui implique que la conclusion de la 4e revue du programme dans le cadre de l'accord FEC ne pourra avoir lieu. Fin de citation. Pour un couperet, c'en est un. Et c'est clair comme l'eau de roche. Ce qu'a d'ailleurs reconnu dans sa correspondance Antoine Saé. Malgré l'arrêt du PEC 2, le dialogue n'est pas pour autant rompu, relève-t-on. Dans cette correspondance, sauf que l'avis du FMI, le PEC 2 se conjugue désormais au passé, si bien que toute autre discussion avec la RDC ne pourrait porter que sur un nouveau programme, autre que le PEC 2. L'arrêt brutal a fait voler en éclats 3 années d'efforts inlassables de stabilisation du cadre macroéconomique. Si le gouvernement a réussi à aligner de bons indicateurs sur les plans financiers, économiques et monétaires, il a cependant péché dans la conduite des réformes structurelles convenues en décembre 2009 avec les services du FMI. Après tant d'efforts et de sacrifices consentis par la population, il n'est pas normal qu'aucun bénéfice ne soit tiré. Près de 240 millions de dollars échappent à l'escarcelle du gouvernement alors qu'il devrait venir en soutien à la balance des paiements. Dès que les signaux s'étaient fait remarquer, notre rédaction avant-gardiste ne s'était pas interdit de tirer la sonnette d'alarme, se permettant même de voguer à contre-courant à l'époque. Cette dose de courage lui avait valu une volée de bois vert.
Les sénateurs ont voté à l'unanimité le vendredi le projet de loi fixant les limites des provinces et de la ville de Kinshasa, une réforme consacrée par la Constitution de la République. Le texte voté sera envoyé à la Chambre basse du Parlement pour un autre examen avant sa promulgation par le chef de l'État. Sur le total des 77 sénateurs qui ont pris part au vote, 5 se sont abstenus, 1 a voté non et 71 ont approuvé ce projet de loi organique portant fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa. Il s'agissait de la mise en place de nouvelles réformes du territoire qui passent des 11 provinces à 26 impliquées. Gabriel Chisola explique à propos de l'importance de cette loi. Aujourd'hui, cette loi vient fixer les limites des provinces, les limites des nouvelles provinces en fait. Et elle vient clarifier les limites de ces nouvelles provinces. Il y a même une lourdeur administrative, mais plutôt avec ce découpage avec les nouvelles provinces. Ces nouvelles provinces ont la latitude de gérer leurs propres ressources et faire rapport après. C'est ça qui est important pour nous. Le projet de loi qui remplace celui du 20 juin 1988 pourvoit aux lacunes constatées. Outre la fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa, elle détermine aussi les chefs-lieux de ces provinces. Par exemple, le Kasaï qui a comme chef-lieu Luebo, le Kasaï central chef-lieu Kananga, Ituri chef-lieu Bunia, Chuapa, chef-lieu Boende. La province de Kwango a comme chef-lieu Kenge, Mongala, chef-lieu Lisala, Norubangi, chef-lieu Badolite et bien d'autres. La loi est votée, il ne reste plus que sa promulgation par les chefs de l'État. Au Kasaï occidental, la campagne pour l'élection du gouverneur a démarré ce dimanche. 12 candidats sont à lice pour briguer ce poste resté vacant depuis la déchéance de Hubert Kabasubabou par l'Assemblée provinciale au mois de mai dernier. Mami Ngalula, un des candidats à ce poste, a accepté de nous donner son programme d'action. Elle prône la gouvernance et l'unité du peuple ouest kassaïen. Elle a été jointe au téléphone par Oscar Bakandoa Toakajika Bonso. Mon programme d'action s'intègre dans la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur la révolution de la modernisation de notre province à travers le programme des 100 chantiers. Et nous avons dans la province des problèmes majeurs liés à l'eau, à l'électricité. Je prends aussi une gouvernance de proximité. Il faut réconcilier la population avec les gouvernants et puis restaurer l'unité du peuple kassaïen. J'ai dit aussi en deuxième point, je prends aussi la bonne gouvernance, c'est-à-dire les changements dans la gestion des ressources de notre province. Que ce soit les ressources financières, les ressources humaines, il faudrait qu'on sente qu'il y a un changement dans la gestion de ces ressources. Et je prends aussi la valorisation de la dignité du peuple ouest kassaïen par l'échange des économies socio-culturelles en comptant sur les partenariats nationaux et internationaux. Donc il faudrait qu'on arrive aussi à faire des jumelages avec d'autres provinces à travers le monde. Notre préoccupation, qu'on puisse éclairer la province. Nous savons bien que le projet KTND, ça n'aboutira pas cette année. Et nous projetons peut-être mettre sur pied un programme d'éclairage public avec les panneaux solaires, parce que la population est la ville est dans le noir et dans le territoire, vous savez que c'est la même situation. Donc c'est une des priorités. Il faut éclairer la ville pour combattre l'insécurité. J'ai tous les atouts. Vous me connaissez très bien. J'ai occupé plusieurs fonctions dans notre pays et je suis bien armé pour gouverner ou diriger la province. Nous disons aussi, nous devons tout faire pour que notre province décolle à l'instar des autres provinces. Donc le Kasaï occidental aujourd'hui est placé comme la dernière des provinces. Sans eau, sans électricité, sans route, nous voulons quand même relever ces défis par notre
relever ce défi avec notre engagement, nous disons notre détermination, la volonté de mieux faire. La représentation nationale a clôturé le débat sur la question orale avec débat sur la voirie urbaine dans la ville de Goma. Question adressée au ministre des ITPR. Cela à l'issue de sa réplique aux préoccupations et observations des élus du peuple. Fridolin Kasfechi a confirmé à l'intention des députés nationaux la reprise des travaux dans la ville que l'année prochaine. L'ouvrage sera remis au gouvernement. Oscar Bakandoa, Blanchard Kandol. Fridolin Kasfechi est revenu sur toutes les préoccupations et observations des élus du peuple présentées lors du débat général de la question orale lui adressée par le député national Moïndo Zaghi. Le ministre des ITPR a fait la ronde de la situation sur l'ensemble du territoire national de l'évolution des travaux de voirie urbaine lancés sur les grandes artères du pays, avant de confirmer que le gouvernement a mis tout en œuvre pour que l'ouvrage de la ville de Goma soit achevé avant juin 2013. La contribution de tous va poursuivre son chemin sur la voie du développement durable, lequel ne peut être garanti que dans la paix durable. Dans sa conclusion, l'auteur de la question orale a salué les efforts du gouvernement, mais attend palper la réalité. Oui, il y a beaucoup de préoccupations, mais satisfaction, il veut dire oui et non. Satisfaction, il a répondu, mais je voudrais voir ses réponses en acte. Il a promis, par exemple, qu'il va commencer la route de Goma le 10 de ce mois. Je voudrais effectivement voir cette route commencer. Au cours de la même plénière, les élus du peuple ont jugé recevables les deux projets de loi portant respectivement sur le crédit bail et le crédit des assurances en République démocratique du Congo, présentés la veille par le ministre délégué aux Finances. Les partis politiques non parlementaires s'organisent. Ils viennent de créer une plateforme politique baptisée l'Action pour une autre voie, AV. Ce regroupement se veut une alternative à l'immobilisme et à l'impasse politique, institutionnelle et imposée à la RDC. L'annonce a été faite le vendredi dernier par son coordonnateur au cours d'une conférence de presse à Cassiopé dans la commune de Lagombe. L'Action pour une autre voie, plateforme politique, est le résultat d'une expérience des élections législatives de novembre 2011 et surtout la pauvreté du débat politique congolais dominé par le sentimentalisme, comme l'explique le coordonnateur de ce regroupement politique, professeur Auguste Mampuya Kanunka Chabou. Nous avons constaté qu'il y a paralysie politique aujourd'hui dans notre pays, immobilisme, impasse politique, parce que justement les forces qui ont la charge de l'État, aussi bien le pouvoir que l'opposition, s'entrechoquent, ne posent jamais les vrais problèmes de notre pays. Le marasme économique continue, la misère est là, on ne voit pas de solutions proposées pour tel ou tel problème existentiel de notre peuple. Le coordonnateur et ses pairs promettent de faire la différence. La plateforme que nous créons est cet espace d'expression pour nous, de manière que notre particularité, nos singularités sur la manière de percevoir les problèmes, de chercher à les résoudre, soit entendues, soit communiquées à l'opinion et proposées aux autres. Il peut toujours y avoir des ententes ou un dialogue avec les autres groupes, ce n'est pas exclusif. L'Action pour une autre voie constitue une force des propositions de fond sur tous les problèmes de fond qui conditionnent la vie du peuple et le fonctionnement de l'État. Une force politique non parlementaire, une force de l'alternative indépendante des groupes qui paralysent et cultivent leur propre incapacité à exercer une véritable gouvernance et un véritable leadership. Avant de terminer ce journal, retenez qu'un incendie d'origine inconnue a consumé l'alimentation express sur les boulevards du 30 juin en face de la Banque commerciale du Congo. Rien n'a pu être récupéré par le propriétaire de cette alimentation alors que l'on s'approche des fêtes de fin d'année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.